apriori.tv. Récit de vie. Entretien avec Lucette Guyonneau, décembre 2021, épisode 1/3. De l'enfant à la jeune maman. Bonjour Lucette. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va? Ça va? Donc aujourd'hui, vous allez nous parler donc de votre enfance, de votre vie familiale et aussi de la famille que vous avez construite. Donc où êtes-vous née, Lucette, et quand? Alors, je suis née en 1936, le Front populaire, c'est anecdotique, disons à Pau. Je m'appelle Lucette Dumont, mon nom de jeune fille, et Guyonneau, mon nom de dame. Très bien. Et est-ce que vous avez des frères et sœurs, Lucette? Alors, j'avais une sœur qui malheureusement est décédée, qui a vécu en Angleterre, parce qu'elle s'était mariée avec un Anglais, et qui était professeur à la faculté de Manchester. Vous étiez proche d'elle? Très proche, malgré, pas dans notre enfance, parce que nous avions 7 ans de différence. D'accord, oui. C'est après que c'est venu, et je remercie ma sœur parce que une partie de ma culture générale, c'est d'elle que je le tiens, puisqu'elle avait un doctorat de lettres. Ah oui, d'accord. Et que faisaient vos parents, Lucette? Alors, mon père travaillait à l'EDF, était employé de l'EDF. Maman était giletière et culottière parce qu'elle travaillait pour son père et son frère qui étaient tailleurs. Et c'était dans la couture. Et ma grand-mère était aussi couturière. Ma passion était la couture en tant que dérivatif. Voilà. Est-ce que vous entreteniez de bonnes relations avec vos parents? Oui, très bonnes. Très bonnes. J'ai eu la chance d'avoir un papa merveilleux. Donc, ça a été une richesse pour moi. Maman aussi, mais elle était moins câline que papa. Mais papa était un homme dont je suis très fière parce qu'il a été un grand sportif et c'est lui, avec 2 ou 3 camarades, qui a mis le basket à l'honneur dans le département. Il s'en est occupé pendant 60 ans. Et il a été d'ailleurs décoré de la jeunesse et des sports et de la Fédération française de basketball pour avoir créé ce qui est aujourd'hui le basket ici, disons, dans les Pyrénées-Atlantiques et même dans les Landes et un peu dans le Gers aussi. Voilà. Il a laissé sa marque. Il a laissé sa marque et c'était un homme qui adorait les jeunes, qui s'est occupé beaucoup de jeunes, des garçons, des filles, enfin. Il était toujours volontaire. Et est-ce que vous pensez qu'ils vous ont transmis des traits de caractère ou des idées? Oui, vos parents? Bien sûr, on hérite de ses parents. De maman, une certaine rigueur. Elle aimait aussi tout ce qui était culturel, disons. On lisait beaucoup chez nous, ce qui fait que, disons, la culture chez nous était porte ouverte, quoi, disons. Et de mon père, par exemple, j'ai hérité aussi ce besoin de contact avec les autres et puis de donner aux autres. Enfin, j'aime les gens, voilà, tout simplement. Et donc, vous êtes issu d'une classe sociale, on pourrait dire moyenne, c'est ça? Petite moyenne, Petite oui. Moyenne. Maman était d'origine plutôt bourgeoise, mon père non, il était beaucoup plus d'origine plus simple, mais c'était vraiment un homme de grande valeur, de grande intelligence. Disons, il s'était cultivé par lui-même. C'était devenu quelqu'un de très cultivé, alors qu'il n'avait que son certificat d'études au départ. Maman, non, elle avait fait un peu plus d'études, mais enfin, voilà, pas d'études universitaires, si ce n'est ma sœur. Mais ma sœur a pu faire des études universitaires parce qu'à Pau se montait l'université. Et de mon temps, par exemple, j'aurais pas fait d'études universitaires puisqu'il n'y avait rien. A commencé simplement la faculté de droit, mais j'étais déjà... alors j'étais institutrice quand même, parce que j'avais passé un examen qui s'appelle le brevet élémentaire, qui ne se passe plus. C'était en plus du BEPC, un autre brevet qui permettait d'être instituteur. D'accord. Voilà. Et ça ne se passe plus maintenant parce que maintenant c'est le bac et puis je pense même qu'on leur demande maintenant une licence et même peut-être une maîtrise pour être simplement instituteur. Ce qui ne fait pas quand même des instituteurs plus meilleurs ou que les autres parce que disons, nous étions quand même très très bien formés à l'époque. J'en doute pas, c'était différent. C'était différent, Donc, voilà.
Le BEPC, c'est l'équivalent du bac aujourd'hui, c'est ça? Le brevet élémentaire, c'était. brevet élémentaire, Le BEPC existe toujours, si vous voulez, mais le brevet élémentaire n'existe plus parce que, bon, c'était le bac, quoi. D'accord. Mais c'était très varié et plus succinct peut-être que le bac, mais on avait une ouverture sur beaucoup de thèmes. D'accord. Voilà. Et donc, est-ce que, selon vous, votre scolarité s'est bien passée? Oui. Oui. J'étais chez des religieuses qui étaient très sévères, alors bien sûr on travaillait beaucoup, disons. Elles m'ont bien formée pour tout ce qui est français et lettres, parce qu'elles étaient très costauds là-dessus. Ce qui laissait à désirer, c'était plutôt les mathématiques et les sciences, quoi, disons. C'était plutôt des littéraires, voilà. C'était les dames de Saint-Maur, comme on appelait, disons ici. Et vous étiez une bonne élève? J'étais dans une bonne moyenne plutôt haute, mais c'est tout. Voilà. Et est-ce que à ce moment, vous saviez déjà ce que vous vouliez faire plus tard, comme métier? Non, je pensais même que je partirais plutôt vers la couture et compagnie, mais bon, 10 ans après, l'envie d'enseigner est venue, et puis, bon, j'avais pas une très bonne vue, et c'est vrai que la couture, quand même, ça use les yeux. Voilà. Alors j'ai eu des petits élèves, hein. En général j'ai fait le cours préparatoire, surtout le cours élémentaire. Alors je l'ai fait pendant 10 ans, hein, cette institutrice. Après j'ai opté, c'est la vie qui m'a fait opter pour le socioculturel. Voilà. D'accord. Et vous étiez institutrice dans quelle école? Dans une petite école qui était à Pau, l'école Montpensier. C'était une école libre, disons. Okay. Voilà. Et donc, pour revenir sur votre adolescence, on va dire, est-ce que vous aviez des idoles ou des influences quand vous étiez ado? Alors, eh bien, écoutez, oui, j'avais une influence, c'est-à-dire, nous n'avions pas la télévision à ce moment-là. Nous n'avions que le poste. Et nous n'avions pas le mercredi après-midi, mais c'était le jeudi après-midi que nous avions de congé. Et le jeudi après-midi, il y avait à la radiodiffusion, disons, des retransmissions des pièces de la Comédie Française. Ce qui fait que tous les classiques, j'adorais ça, surtout que j'ai des mamans un peu dans la couture à ce moment-là, disons, et j'écoutais bien sûr toutes les pièces classiques de la Comédie Française, bien entendu les Molières en particulier, mais aussi d'autres, même certains auteurs relativement contemporains à ce moment-là, et ça m'a beaucoup cultivé, quoi, disons. Voilà. Et vous écoutiez de la musique aussi? Alors, j'écoutais de la musique, mais oui, par exemple, toute ma jeunesse et pendant de longues années, j'ai fait partie d'une chorale qui s'appelait Les Joyeux Compagnons de Pau. Et dans cette chorale qui était dirigée par un prêtre, l'abbé Marin-Poueille, qui était un personnage sur la ville de Pau, et qui nous a initiés, disons, non seulement à la musique classique, puisque nous avions mis des morceaux de répertoire très importants, dans l'Alléluia de Handel, vous voyez, c'est quand même des morceaux très cotés, mais aussi de la variété française, mais de la bonne variété française. Et j'ai fait partie aussi des jeunesses musicales françaises. Et nous allions écouter des morceaux classiques avec des commentaires au Théâtre Saint-Louis. C'est un théâtre qui est à l'intérieur de la mairie de Pau. D'accord. Un théâtre à l'italienne. D'accord. Donc vous m'avez dit que vous n'avez pas été à l'université, vous avez passé donc un diplôme pour être institutrice. Oui. Donc est-ce que à ce moment-là, donc je sais que c'est pas le milieu universitaire, mais il y avait des sortes quand même d'associations, des étudiants qui passaient votre diplôme ou ce genre de choses, ou ça n'existait pas du tout? Alors il y avait non, il n'y avait pas d'association d'étudiants à ce moment-là, puisque ça démarrait tout de suite, si vous voulez. D'ailleurs, la première faculté a été une faculté de droit, qui était dans une ancienne villa au parc Lavrance, vous voyez. Et disons, ma sœur, qui était plus jeune que moi de 7 ans, elle a été dans la première faculté de lettres, qui était dans la villa... je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, mais enfin, Formose, dans la villa Formose, c'était la villa
une vieille villa qui avait été récupérée par la mairie de Pau, je ne sais pas d'ailleurs comment, disons, et qui était la première faculté de lettres. Et elle a pu faire ce qu'on appelait propédeutique avant de faire la licence et la maîtrise. Enfin, il y avait une année là. Et après, les autres années, elle a été obligée de partir à Bordeaux parce qu'il n'y avait pas la suite. Il y avait les premières années, c'était tout, quoi, disons. Et puis petit à petit, la faculté de Pau, je l'ai vue grandir, se construire. Et c'est une richesse énorme pour la ville de Pau. Alors, est-ce que j'y aurais été si elle avait été en place à ce moment-là? Je n'en sais strictement rien, disons, mais enfin, disons, la culture que j'ai, ça a été fait, disons, sur le tas, disons, surtout par la lecture, parce que maman était une lectrice et mon père aussi très important, et maman s'est occupée bénévolement de bibliothèque pendant des années et des années. Alors, il y avait toujours des livres chez nous qui traînaient, et moi, j'étais accro à ça. Voilà. Et je le suis toujours. Est-ce que vous auriez un livre qui vous a particulièrement marqué à cette période, ou votre livre préféré peut-être, je ne sais pas? Pas vraiment de livre préféré, mais bon, c'était des livres, quand même une littérature moderne aussi à ce moment-là, hein, disons. J'ai beaucoup lu de livres sur l'Antiquité, l'Égypte ancienne aussi, mais enfin ça allait de beaucoup de choses, quoi. Il y avait de tout, mais des choses bien écrites en général. Hein. Je n'ai pas lu d'Arlequin ou des trucs comme ça. Non, c'était pas parce que maman me donnait les livres qu'elle avait appréciés. Toute jeune, j'ai pu lire du Bazin. Enfin, il y avait des trucs comme ça, quoi, disons, qui étaient déjà à côté. Voilà. Et j'aimais beaucoup les livres historiques aussi. Il y avait les livres de Lavarande aussi. C'était un auteur, disons, qui avait écrit sur des livres historiques. Voilà. D'accord. Et à quel âge avez-vous commencé du coup à être institutrice et à enseigner? Oh, j'étais toute jeune, je devais avoir 19 ans par là. Ah ouais, 19 ans, c'est super jeune. Oui, c'était très jeune. C'était très jeune. Alors j'étais une enseignante libre, disons, mais l'enseignement général et laïque recrutait aussi des instituteurs avec le même diplôme que j'avais. Hein. C'était pas uniquement un diplôme réservé pour le privé. C'était parce que j'ai connu plus tard un directeur de l'école Marancy, 10 ans, et qui m'a dit, mais il était directeur à l'époque, et qui m'a dit, mais j'ai la même chose que vous. Mme Guillonneau, il m'avait dit, il était sans complexe parce que lui non plus, il n'avait pas passé de bac. Vous savez, après la guerre de 40, il y avait peu de filles, mais peu de garçons aussi, qui faisaient des études universitaires pour la bonne raison que le milieu, les gens étaient pauvres, quoi. Il faut quand même dire ce qui est. Même ce qu'on appelait une petite classe moyenne, c'était pas possible, quoi. Et ça avait un coût de faire des études. Ah ben, il aurait fallu partir à Bordeaux, puisque nous étions quand même région Aquitaine, et donc c'était Bordeaux. Il y en avait certains qui partaient un peu à Toulouse, mais en fait c'était ce qu'on appelait les classes bourgeoises qui envoyaient leurs gosses là, et pas beaucoup les filles quand même, parce que là, à ce moment-là, les filles ne faisaient pas beaucoup de grandes études. Et vos amis ou connaissances, qu'est-ce qu'elles exerçaient comme profession? Alors, elles faisaient surtout, elles passaient ou des CAP, ou des CAP en général, secrétaire, comptable, dactylo, sténo, voilà, c'était ça. Moi, j'étais un petit peu particulière puisque j'avais préféré l'enseignement. D'accord. Voilà. Parce que j'aimais beaucoup les enfants. J'ai toujours aimé les enfants. Et donc vous aimiez votre travail, vous y sentiez utile? Alors oui, tout à fait. Et il y a quelque chose qui me touche beaucoup. J'ai une ancienne petite élève, Geneviève, je dirais pas son nom de famille, mais son prénom. Disons que j'ai eu comme élève quand j'avais une vingtaine d'années, et qui m'envoie tous les ans, et j'ai 85 ans, ses vœux de bonne année pour le premier de l'an. Alors je pense que je devais être quand même assez... marquante en tout cas, vous l'avez marqué. Voilà. J'étais un peu sévère parce que je suis un peu coléreuse, donc ça se passait quand même. Mais c'est une chose qui m'a touchée de cette fidélité de cette personne. Oui, c'est touchant, je suis d'accord. Voilà, exactement.
Et donc, vous avez été institutrice pendant 10 ans. Pourquoi À est-ce peu que près vous- 10 ans. Alors vous tout avez simplement arrêté parce que je me suis mariée après, que j'ai eu des enfants, que j'ai eu des problèmes de santé un peu à la naissance de mes enfants. Et surtout, mon mari, à ce moment-là, partait en déplacement. Donc il était comptable, mais il travaillait pour un cabinet de fiscalité. Il partait dans le Gers, disons. Donc, et puis, en tant qu'institutrice privée, nous étions très peu payés. Si vous voulez, ce que j'aurais gagné, moi, en travaillant, ne couvrait pas les frais d'une nourrice, si vous voulez. Alors donc j'avais... Et puis c'était la mode aussi, à ce moment-là, que beaucoup de mamans arrêtent pour élever leurs enfants. Voilà. Et comment est-ce que vous l'avez rencontré, votre mari? Alors tout simplement à la chorale où nous étions, puisque c'était une chorale mixte. D'ailleurs c'était très amusant parce qu'un curé qui met en place une chorale mixte, c'était rare, c'était très rare, mais c'était un curé qui était très précurseur de modernité, disons. Et nous étions à la chorale, nous avons été jusqu'à 120, hein, garçons et filles. Alors on disait toujours en riant, c'est l'agence matrimoniale de Pau, parce qu'il y a eu plusieurs jeunes qui se sont mariés, bien sûr, issus de cette chorale. Il fallait bien se retrouver quelque part. Oui, bah oui, c'est l'ancien site de rencontre en quelque sorte. Si l'on peut dire. Et donc vous m'avez dit qu'il était comptable. Combien d'enfants avez-vous eu ensemble? J'ai eu 3 enfants. Voilà. Combien de filles et de garçons? Alors j'ai 2 garçons, oui, 2 garçons et une fille. D'accord. Voilà. La fille étant au milieu. Voilà. C'est celle du milieu. Et donc, à l'époque où vous avez eu vos enfants, est-ce qu'il y avait, on va dire, un schéma typique de la famille, par exemple la maman qui, je sais pas, était mère au foyer, le papa, ce genre, oui. Ça C'était ça. Il y en a qui ont beaucoup de mes amis, même qui avaient travaillé, qui se sont arrêtés de travailler, au moins pendant quelques années. Certains ont repris après, mais c'était quand même très, très courant qu'une maman s'arrête pour pour élever ses enfants, quoi, disons. Et est-ce que ça arrivait que ce soit frustrant pour ces mamans ou c'était au contraire un bonheur de pouvoir voir ses enfants Alors, grandir? on trouvait le tout. Il y a des femmes qui étaient frustrées, mais enfin, comme c'était quand même la coutume d'élever ses gosses, la majorité était contente quand même d'élever leurs gosses. La frustration venait quand les enfants partaient à l'école et qu'elles se retrouvaient une partie de la journée seules. Par exemple, il y a une chose, c'est que beaucoup de ces mamans ont été à la naissance de tout ce qui s'est fait autour des associations socioculturelles quand même. Hein. Parce que je vois, il y en a eu beaucoup au centre social du hameau, c'était des femmes qui l'ont monté. Dans les associations, il y en avait beaucoup, les conseils d'administration, beaucoup de présidentes aussi. C'était des femmes qui, disons, avaient du temps libre et qui ont fait prospérer le monde socioculturel. Ça, c'est très net. Et dans votre cas, ça vous a frustré ou pas Non, moi j'ai été très heureuse d'élever mes enfants. Ça, c'est sûr, parce que j'ai un sentiment maternel assez développé, même très développé. Voilà. Mais j'ai toujours eu, par exemple, des activités aussi en dehors, si vous voulez. Hein. Alors, est-ce que vous étiez impliquée dans la vie de votre quartier, vous et votre famille? Oui, je me suis impliquée dans la vie du quartier. La première application, quand je suis arrivée dans ce quartier ici, j'ai fait le catéchisme des petits-enfants, ce qui fait que j'ai connu très vite beaucoup de monde dans le quartier. Puis j'avais cette relation enseignante avec les gosses quand même. Hein. Bon. Alors, disons, et après j'ai connu la MJC, bien sûr, hein, disons. Alors, la MJC, j'ai été, pas tout de suite, mais je connaissais quand même la MJC, parce que je sais que le directeur avait fait des émissions pour savoir, avait filmé pour savoir si on se plaisait dans le quartier. C'était un quartier neuf ici, hein, disons. Et on l'avait reçu avec mon mari ici et avec quelques voisins. On avait fait une soirée pour dire qu'on était heureux d'être ici dans le quartier. Quoi, voilà. Alors après, j'ai eu davantage d'implication dans la MJC. Voilà.
Et alors, juste parce que j'ai oublié quelques questions, mais c'est pas grave, je les rajouterai un moment. C'était pour savoir si, est-ce que vous pensez que la profession d'institutrice aujourd'hui, elle n'a plus rien à voir avec celle d'avant, ou qu'elle a beaucoup évolué? Alors, elle a beaucoup évolué. Elle a quand même toujours à voir avec, comme avant, c'est-à-dire que autant que possible, ce sont des gens quand même qui ont envie de travailler avec des gosses, hein, donc qui les aiment, hein, je pense. Maintenant, c'est pas tout à fait pareil parce que je pense que c'est peut-être un peu plus dur pour elles, si vous voulez, même si elles sont beaucoup mieux formées, parce que nous, on se débrouillait sur le tas. Hein. Disons, on n'avait pas de formation, très peu de formation. Hein. Et disons, parce que je pense que les parents sont très exigeants, ça c'est sûr. Hein. Mais bon, il y a quand même des constantes, hein, tout à fait. Hein, Et qu'est-ce que vous appreniez alors? Parce que c'était des enfants de quel âge à quel âge? Alors en général, j'ai eu des enfants aux alentours de entre 6 et 8 ans. D'accord. Et qu'est-ce que vous leur appreniez? D'abord, le cours préparatoire, c'était à lire et à écrire, disons, mais enfin, ça, j'ai fait très peu. J'ai fait surtout le cours élémentaire. Et le cours élémentaire, bon, on apprenait le calcul, la grammaire, l'orthographe, à chanter, enfin tout ça. La géographie, l'histoire. La géographie, l'histoire, voilà, quoi, disons, c'était le b.a.-ba, quoi, enfin, de ce qu'on fait. Donc je pense qu'elles le font aussi quand même, mais sous une autre forme. Elles ont une formation, c'est d'autres choses. Hein. Bah, aujourd'hui, les programmes sont très très fournis. Tout à fait, tout à fait. Puis nous, c'était les méthodes brutes d'autrefois, quoi, qui donnaient quand même de bons résultats. Hein, parce que je me suis rendu compte, les petits-enfants qui sont dyslexiques, quand ils sont en orthophonie, eh ben, ils font, au fond, ils reviennent à des méthodes très classiques d'autrefois. Oui, et puis il y a des choses que l'on apprenait lorsque vous étiez institutrice, comme les départements, les capitales, tout ça, qu'aujourd'hui on n'apprend plus, et il y a certaines personnes qui ne savent pas placer des pays sur une carte. Tout à fait. Chez nous, c'était, enfin, dans la classe que j'avais, c'était quand même très succinct, puisqu'ils étaient petits, hein, disons. Hein. Je sais que je n'étais pas... On regardait un peu les départements, mais je n'étais pas très sévère là-dessus, parce que ça avait toujours été une corvée pour moi de les apprendre, donc je ne notais jamais, je les faisais réciter puisqu'il fallait en apprendre quand même quelques-uns, mais je ne les notais pas parce que moi j'avais eu beaucoup de difficultés à les retenir, et puis je trouvais que c'était pas... Les pays, oui, c'est autre chose, les villes aussi, les climats un peu aussi, tout ça, enfin bon, ça oui, mais bon, il y avait des choses... Par exemple, c'est vrai, je pense que maintenant on leur ouvre l'esprit sur la vie pratique, mais je pense aussi qu'on leur... donne à étudier des choses qui ne sont pas extrêmement utiles. D'accord. Oui, il y aurait à critiquer sûrement. Voilà. Donc je pense que chaque époque et chaque méthode a ses bonnes choses et des choses moins utiles, disons, mais il faut avancer avec le temps. Oui. Voilà. Et selon vous, quelles qualités il faut pour une institutrice, et est-ce que vous pensez avoir toujours ces qualités, les avoir gardées au fil du temps? Je ne sais pas, je crois qu'il faut beaucoup d'empathie pour les enfants. Hein, ça c'est du respect aussi pour les gosses, de la fermeté, parce qu'il faut aussi être fermé. Je trouve que c'est un service qu'on leur rend, la fermeté aussi. Et puis, de la patience, bon, ça, c'était pas trop mon fort quand même. Mais enfin, ça s'éduque, la patience, disons. Et donc, vous avez poursuivi justement cette relation avec les enfants en leur inculquant le catéchisme, et vous étiez très active dans votre paroisse, c'est ça? J'étais active dans la paroisse, oui. Alors, disons, bon, je suis catholique, pratiquante, mais pas du tout ni intégriste, ni traditionnaliste, et très attachée à la laïcité. Oui. Voilà. Parce que je trouve que la laïcité, c'est une richesse énorme, et j'ai toujours été curieuse des gens qui étaient différents, que ce soit sur le plan spirituel, mais aussi ethnique ou compagnie. Moi, j'ai toujours été très, très attirée par les gens qui sont différents, parce que je trouve qu'ils ont des richesses à nous donner, comme nous avons, nous autres aussi, des choses à leur donner aussi.
Voilà. Un entretien réalisé par Léna Saoui pour apriori.tv.